Voilà, nous en avons maintenant, eh bien, après avoir eu Patrick Legras, qui est l'ancien porte-parole de la coordination rurale et patron de la coordination rurale pour les Hauts-de-France, avec Patrice Magneron et l'excellence de cette interview, eh bien, nous retrouvons notre permanent du mardi qui nous avait bien manqué durant 2 semaines après les vacances, où aussi s'était fait peu présent. Mais bon, voilà, c'est une manière de se faire désirer sur Géopolitique Profonde, le patron de Veille Stratégique, Sylvain Ferreira. Bonjour mon cher Sylvain, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue chez toi pour ce mardi. Eh bien, nous allons passer une bonne heure ensemble. J'espère que tout va bien, déjà, pour commencer. Bah écoute, je voulais commencer cette émission par quelque chose qui ne va pas du tout, Ah, qu'on a appris avant-hier, oui c'est ça, ce week-end, puisqu'on a Anna Novikova et Vincent Perfetti qui oui, sont donc, les chevilles ouvrières de SOS Donbass, j'en qui sont parle à 12h30. voilà, 12h30 dans l'actu. Je fais l'actualité sur ce sujet. Tu peux développer, bien sûr. qui sont embastillés, l'une à Fleury-Mérogis et l'autre à Fresnes. Pour aucune raison connue jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça en dit long sur la déliquescence du système à l'égard de tous ceux qui ont une pensée ou une action qui n'est pas conforme à la doxa ambiante, et puis à toutes les petites magouilles qui sont en train de se mettre en place pour justement nous préparer à la guerre, si on écoute les propos délirants de certains étoilés. Mais voilà, donc c'est absolument du grand n'importe quoi une fois de plus. À l'heure où on voit apparaître le livre post-mortem d'Éric Dénessé, d'Olivier Marleix, pardon, et puis qu'on voit ce genre de choses, on se dit vraiment que essayer de sortir un petit peu des rangs pour donner une parole ou agir de manière un petit peu non conforme devient de plus en plus compliqué. Bien sûr, comme dans tout monde orwellien, c'est pour nous protéger, c'est pour protéger la démocratie, la liberté de parole, Toujours. on passe et des meilleurs. C'est là qu'on voit à quel point, puisqu'on a fêté, on a commémoré sa mort tragique au début du mois, que Pasolini avait raison quand il nous avertissait que le fascisme de notre époque serait l'antifascisme rhétorique dans lequel il était déjà baigné avant de mourir sous les coups déjà du système, puisqu'il est presque évident aujourd'hui qu'il a été liquidé par rapport à sa liberté de parole, lui aussi. Voilà. Voilà, donc à 12h30, je développerai ce sujet d'Anna Novikova, incarcérée, cette humanitaire du SOS Donbass, dont elle était la fondatrice et vice-présidente, ainsi que eh bien, son compagnon, tous les deux incarcérés, en effet. Et ça, c'est un terrible coup de Trafalgar de bambou, montrant en tout cas une dictature qui se resserre en France aujourd'hui. On ne pensait pas un jour qu'on pourrait enfermer des gens sans aucune raison valable, sans justification d'ailleurs, alors qu'il est, les familles Ah oui, oui, oui. sont laissées dans la plus grande expectative. Il n'y a pas d'explication donnée à l'incarcération. Incarcération, tout de même. Bon. Ah oui, 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 oui. Il faut bien comprendre que si l'information a commencé à filtrer ce week-end, ça fait depuis lundi dernier qu'ils sont entre les mains des forces constabulaires, hein. Ils ont été arrêtés il y a maintenant plus d'une semaine. Donc voilà, tous les délais apparents pour les histoires de terrorisme, etc., quant à la durée des gardes à vue, ont été dépassés. Enfin, on est vraiment dans de l'arbitraire, et puis on voit bien que en fonction des causes que vous voulez défendre, il y a des facilités. On va pas vous poser de questions, on va pas vous poser de problèmes. Je C'est pense ça. à ce qui s'est passé pour faire encore des levées de fonds en faveur de l'armée israélienne il y a quelques mois par rapport à ce qui s'était passé avec le 7 octobre. Et puis là, de l'autre côté, alors je rappelle, hein, il y a des franco-israéliens notamment qui auraient pu ou qui sont visés par des affaires de
de commission de crimes de guerre ou de commission de crimes contre l'humanité par des familles franco-palestiniennes. Mais ça pose pas de problème que toutes ces opérations caritatives aient lieu. Et puis là, pour des gens qui aident depuis des années, parce que c'est pareil, c'est pas une opération ou une association qui existe depuis quelques jours. Là, d'un seul coup, on leur tombe dessus parce qu'ils allaient bientôt repartir dans le Donbass pour livrer, comme d'habitude, au moment des fêtes de fin d'année, de quoi offrir un peu de bonheur à des enfants qui subissent la guerre depuis maintenant près de 11 ans. Hein, voilà, donc faut pas oublier aussi ces circonstances. Ah, exactement, il faut le rappeler. Bien sûr, cette livraison-là humanitaire pour les enfants du Donbass, c'est pour Noël. Et voilà, on n'a rien trouvé de mieux en France que d'aller enfermer, d'écrouer, en plus, semble-t-il, en ne respectant aucune règle, donc ce qui peut-être cassera la procédure, mais c'est dire l'état d'exception dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le régime de Foutriquet, le régime de Macron, est un régime aujourd'hui qui, parce qu'il est aux abois, resserre très fortement les contraintes. Bon. Sylvain, ils se démultiplient, nos Européens, Macron en particulier, pour essayer de saboter par tous les moyens l'esprit d'Anchorage qui soufflait à nouveau un plan en 28 points, l'espoir enfin de paix. Et puis, bon, tout est fait pour faire en sorte de saboter le processus, d'enliser Trump. Est-ce que Trump va se laisser enliser à nouveau comme après Anchorage ou va-t-il mettre une pression maximale sur Zelensky pour qu'il accepte le premier plan de paix tel qu'il était présenté il y a une semaine? Alors, je dirais qu'étant donné la réaction ce week-end d'une partie de la classe politique américaine, y compris dans le camp républicain, mais pas des gens qui ont été des soutiens inconditionnels de Donald Trump et de son mouvement MAGA, je pense que malheureusement, puis aussi pareil, l'intervention à Genève de Marco Rubio, je pense que malheureusement, Donald Trump va se retrouver dans une espèce d'impasse intérieure, comme d'habitude, qui va montrer encore une fois non pas ses limites en termes de volonté, mais ses limites en termes de capacité à convaincre. Hein, quand on voit les fuites qui ont été organisées dans la presse, les prises de parole aux États-Unis, parce que c'est ça le plus important, c'est pas l'agitation, pardon, des Dalton à Genève. Eux, ils obéissent à ce qu'on leur dit de faire à la fin, toujours. Mais là, le problème, il vient des États-Unis et d'une partie donc du camp républicain sur lequel Donald Trump est obligé de compter pour asseoir sa majorité au Congrès. On a bien vu, là encore, comment, comme d'habitude, la CIA, avec ses relais de presse, est venue mettre un petit peu son grain de sel dans tout ça pour, comme diraient nos amis arabes, mettre le dawa et faire de telle sorte à ce qu'on discrédite ce plan en nous racontant que c'est un copier-coller d'une traduction du russe, traduction qui aurait été faite en plus à la va-vite par un logiciel d'intelligence artificielle. Bref, encore une fois, on essaye de fragiliser les choses. Ça nous a donné chez nous, bien évidemment, comme d'habitude, nous on est dans le ubuesque, hein, c'est-à-dire que là il se passe des choses très sérieuses. Et puis on a eu du coup ces interprétations encore ubuesques de cette espèce de fou de Michel Yakovlev qui est venu nous rappeler que pour le coup, voilà, c'était la énième preuve que Donald Trump était un agent, je dis bien un agent russe, parce qu'il était tenu par des affaires de compromat ou que sais-je, depuis les années 80, depuis l'époque de l'Union soviétique, par l'ancien KGB. Donc voilà, moi je pense que ça va de toute façon déboucher sur une chose, parce que c'est comme ça que je l'analyse à l'issue de ce week-end, c'est que Donald Trump va pouvoir lâcher le bébé ukrainien face à cette nouvelle manigance à la fois en interne, qui est bien évidemment, qui trouve une chambre d'écho chez les dirigeants de la bande des Dalton, pour dire, écoutez les gars, on a encore tenté le coup, on a encore fait le maximum pour vous. Vous ne voulez pas, hein, Zelensky, on l'a vu faire sa petite déclaration, parce que lui, il a très bien compris, il y a aussi une problématique interne à l'Ukraine dans tout ça.
le point le plus important dans tous les 28 points du plan Trump, dans l'immédiateté, c'est que dans 100 jours, il y aurait des élections présidentielles en Ukraine. On est bien tous conscients que M. Zelensky les perdrait. Et donc, et les perdrait largement. Et donc, son clan également, ce qui déboucherait sur probablement des règlements de compte. On voit déjà comment les Américains ont tenté de faire pression sur lui en amont pour le contraindre justement avant ce plan en révélant l'affaire des 100 millions de dollars de détournement de fonds. Donc, pour moi, aujourd'hui, on est dans une situation où soit Donald Trump a encore des billes pour révéler des affaires complémentaires encore plus compromettantes autour de Zelensky pour lui faire perdre finalement toute son aura, enfin tout ce qu'il en resterait auprès des Européens pour dire bah regardez c'est une crapule, etc. Enfin vraiment aller encore plus loin que ce qui vient d'être fait. Et là il y a peut-être une chance d'imposer le plan quasiment en l'état, puisque je rappelle depuis hier soir Moscou a dit le plan amendé par les Européens on n'en veut pas. Hein. Bon. Donc ou alors excusez-moi, ou alors, et c'est ma thèse, ça va permettre aux États-Unis, à Donald Trump, de dire bah, maintenant l'Ukraine, elle se débrouille toute seule. On a fait encore un énième effort, un effort très important. On a essayé d'apporter des conditions. L'Ukraine ne veut pas en entendre parler en l'état. Donc maintenant, vous vous débrouillez avec les Russes. Et donc, dans un délai qui peut varier, je ne sais pas moi, de 3 semaines à 6 semaines, l'affaire sera militairement pliée, puisque sans l'appui des États-Unis d'Amérique, que ce soit en termes de renseignement, que ce soit en termes de logistique ou ce genre de choses, renseignement dans tous les sens de ce qu'il recoupe, ce sera terminé militairement face à ce que fait l'armée russe aujourd'hui, qui continue, rappelons-le, insistons bien là-dessus, qui continue de progresser partout sur la ligne de front et de manière parfois plus rapide, notamment dans le fameux secteur de Gouliaï-Polier, qui est devenu le point majeur de l'avancée russe ces dernières semaines, tout en continuant la conquête des villes ou l'investissement des villes dont on a souvent parlé ces derniers mois. Voilà, donc là, la situation est ultra favorable pour les Russes. Oui. Où Trump arrive à trouver encore des choses qui ne sont pas difficiles à imaginer, parce que vu le niveau de corruption de Zelensky et de son entourage, je pense que des billes, il doit en avoir. Maintenant, est-ce qu'il a envie de les sortir ou est-ce qu'il a envie effectivement de dire, bon, voilà, on a tout essayé, ça n'a pas marché, je liquide cette affaire. Moi, je pense qu'on est plutôt vers ce scénario-là. Ah oui. On arrivera à la fin de la guerre, mais pas par la paix telle que les Américains, enfin en tout cas Donald Trump l'espérait. Mais est-ce que on a tous les deux un chat dans la gorge là, ce matin. Est-ce que Trump va aller jusqu'à arrêter les partages d'informations, Starlink avec Musk? Est-ce qu'il va abandonner totalement si il se rend compte que les Ukrainiens continuent à le balader? Ou bien est-ce qu'on va rester dans une situation assez similaire à celle d'aujourd'hui? Et à ce moment-là, la guerre risque de durer encore de nombreux mois, parce qu'on le sait, Poutine ne va pas foncer tout d'un coup, et ça va mettre encore du temps avant de se terminer, cette guerre, s'il n'y a pas de changement. Bah, alors, si Trump veut couper les ponts sans se poser de questions, il peut aussi, pour convaincre son électorat et ses soutiens, utiliser le moyen précédent pour convaincre Zelensky. C'est-à-dire, il peut dire, mais regardez, ces gens-là sont corrompus. Ok, ça n'a pas de prise sur eux, mais du coup, ça justifie qu'on coupe tout. Hein, ça peut aussi servir à ça, le fait de révéler de nouvelles affaires. Et je le répète, je pense que les Américains en ont des musettes entières Ah oui. à balancer sur la table. Puisque, je le rappelle, c'est l'administration précédente qui en est responsable à 90% de toutes ces affaires de corruption. Donc, moi, je pense que si la menace de révélation n'aboutit pas à faire plier Zelensky ou de nouvelles révélations n'aboutissent pas à faire plier Zelensky, elles aideront de toute façon cette idée de laisser les Ukrainiens tout seuls. On l'a vu déjà une fois, hein, c'était au printemps dernier. Donald Trump, pendant quelques jours, avait
décrété qu'on coupait tout, ça a permis aux Russes de récupérer une certaine forme d'initiative dans différents secteurs du front en l'espace de 4 à 5 jours. Donc là, si ça devait durer, même s'ils faisaient du chantage et qu'ils demandent à ce que tout soit coupé pendant 15 jours, ce serait en l'état de la situation sur le front une véritable catastrophe pour l'armée ukrainienne. Ensuite, quant à l'idée de continuer la guerre indéfiniment, c'est pareil. Aujourd'hui, les livraisons d'armes, les livraisons de matériel, etc., qui sont acheminées et celles qui arrivent encore sur le front, parce que c'est toujours là le delta, c'est tout le reliquat, c'est là qu'on voit l'importance d'un suivi à long terme, c'est le reliquat de ce qu'a décidé l'administration Biden il y a un an. Il y a même, je rappelle que l'administration Biden a signé des décrets d'envoi de matériel de différentes natures, matériel de combat ou matériel des gilets pare-balles ou ce genre de choses, jusqu'au 19 janvier. Donc, c'est le temps d'écluser tout ça, parce que c'est pas, il n'y a pas un pont aérien comme à Berlin en 1948 qui amène tous les jours des choses. Il faut rassembler ces équipements-là aux États-Unis, il faut les mettre en caisse, etc. Il faut les acheminer. Enfin bref, ça prend du temps. Et tout ça avait été étalé dans le temps. Donc, quand on me dit, mais oui, mais aujourd'hui, les Américains continuent de soutenir, c'est le reliquat de ce qu'avait décidé l'administration Biden qui continue d'arriver. Il n'y a pas eu de nouveaux décrets d'envoi de matériel, et notamment de matériel militaire, j'insiste sur ce mot, c'est un peu bizarre, mais de matériel offensif. On a eu des promesses sur des nouveaux missiles, etc., mais on a déjà débunké ça ici. C'est comme l'affaire des Rafales. Ça arrivera à la Saint-Glinglin en Ukraine, si ça arrive un jour. Il y a bien sûr eu là cette histoire de nouveaux missiles américains qui est en cours de conception, qui est en fin de phase d'essai, et tout le monde a dit, bon, bah voilà, si en avril, mai, il y en a quelques dizaines qui sont opérationnels, ce sera vraiment le champagne à Kiev. Voilà, donc tout ça fait que la situation pour l'Ukraine est de plus en plus difficile. Je rappelle que simultanément à ça, de manière très, comment dire, très discrète, la Chine a commencé à freiner ses exportations de composants de drones vers l'Ukraine, alors que pour le moment, c'était quelque chose qui posait pas de problème pour Pékin. Mais Pékin a commencé, alors ils n'ont pas dit on arrête, on fait un embargo, bien évidemment, ils ont été très subtils. Ils commencent à limiter de plus en plus l'exportation de composants pour les drones ukrainiens. Si on lit cette problématique-là avec le fait que tous les ateliers qui ont été disséminés sur le territoire de l'Ukraine, qui permettent la fabrication, ensuite l'assemblage de ces drones, sont copieusement bombardés depuis maintenant 4-5 mois, on comprend pourquoi dans certains secteurs du front, notamment comme à Gouliapolier, vous avez la correspondante de LCI la semaine dernière qui dit face caméra, ah ben moi les commandants de secteur que j'ai pu interviewer, ils ont plus que 30 drones pour tenir le front. Donc 30 drones, si vous êtes attaqué par une colonne de blindés où il y a même que 30 véhicules russes, vous ne pourrez pas les arrêter parce que pour certains véhicules, il faut au minimum 2 ou 3 drones pour les arrêter. Donc les Russes enverront une colonne, peut-être sera-t-elle partiellement détruite, etc. Et puis après, vous n'avez plus de drones, les Russes le découvriront rapidement, ils renverront une colonne et cette colonne, elle passera. Puis la colonne suivante aussi, elle passera parce que vous n'avez plus de drones à opposer à l'armée russe. Parce qu'il y a eu une quantité vraiment exponentielle depuis cette histoire de Dobropilia à la mi-août d'emploi des drones pour arrêter les offensives russes. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où les Ukrainiens n'ont pas eu le choix que de noyer, entre guillemets, les zones avec des drones pour que les Russes ne passent pas, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend qu'ils n'ont plus d'artillerie ou quasiment plus. Enfin bref, c'est une situation qui est extrêmement tendue. Et comme je l'ai expliqué, ils ont été obligés de prendre des moyens dans certains secteurs du front qu'ils estimaient être plus calmes pour les déployer donc dans cette grande zone Pokrovsk, Mirnograd, nord de Mirnograd. Et du coup, ça a dégarni des secteurs entiers. On sait notamment qu'à Kupiansk, là, il y a eu un emploi massif de drones pour éviter la chute de la ville. Ces drones-là manquent à Gouliapolier aujourd'hui, manquent
la prochaine grande cible après Gouliapolier, ça va être la ville de Pokrovsk. Et c'est Ouais. pareil, ces zones-là, on voit bien que les Russes peuvent progresser de manière beaucoup plus facilement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Hein. Quand je dis facilement, c'est par rapport à ce qui se passait avant. Beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, on sait que, parce que là encore, moi j'écoutais le CI, hein, tu sais, Nicolas, maintenant, Toujours, c'est bien. toujours. Et la correspondante d'LCI disait, et le problème, c'est que si vous n'avez plus assez de drones, mais en plus de ça, vous n'avez plus assez d'hommes pour tenir le front, eh ben, les Russes finissent par passer. Alors, Ouais. comme d'habitude, ils restent très méthodiques et très prudents dans leurs avances pour pas subir de mauvaises surprises, mais ils continuent d'avancer. Et là, maintenant, ils sont dans des terrains qui sont de plus en plus dénués de toute forme de fortification, de toute forme de ligne d'arrêt, parce qu'il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué à la mi-août, les Ukrainiens donc, ont prélevé des drones, mais ils ont aussi prélevé des hommes pour les envoyer à Pokrovsk et Mirnograd, pour enrayer cette percée russe à l'ouest de Dobropilya. Alors, ils sont contents, hein. Là, ça fait un mois maintenant, les sites NAFO, ils sont tout contents. On a réduit le saillant, on a réduit Ah, le bien. saillant. Voilà, c'est bien. Et alors, dans l'intervalle, les Russes ont pris Kupiansk, Pokrovsk, Mirnograd est en train de tomber, Gouliapolier, les combats ont commencé hier. Pokrovsk est à 8 km des premières lignes russes. Là, hier, je voyais aussi que du côté du Dniepr, les Russes ont reprogressé dans le secteur de Stepnogorsk. Ils sont maintenant, je pense, à vol d'oiseau à 25 km de la ville de Zaporizhia. Comment ça va? Ils ont encerclé presque Liman, ils ont pénétré dans Seversk. Comment ça va? Sinon, tu es content, tu as réduit ton saillant, c'est bien. Voilà. Donc, ça aura permis aux Russes, comme d'habitude, il y a eu une bagarre. Je pense étant donné qu'on a beaucoup parlé de Pokrovsk, la ville elle-même, on ne se rend pas encore compte de la bagarre qui s'est jouée au nord de cette ville autour de ce saillant russe en termes d'emploi de munitions, parce que ça s'est joué d'un côté, les Ukrainiens donc, ont envoyé des nuées de drones, de l'autre côté, alors ils ont aussi, semble-t-il, réussi encore quelques attaques avec des bombes planantes, avec ce qui leur reste d'aviation. Hein. Il y a eu un ou deux coups au but, semble-t-il, enregistrés. Et en face, les autres ont envoyé, bien sûr, des drones, mais ils ont envoyé des dizaines et des dizaines de bombes planantes pour écraser les unités ukrainiennes. Donc, ça va être une bagarre qui, à la fin, en termes de bilan, risque d'être hallucinante par rapport aux standards qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Ah oui. Le problème c'est que du côté ukrainien, il n'y a plus rien après. C'est-à-dire que on voit bien la crise du recrutement, on voit bien la crise de l'équipement, la qualité des recrues. On a déployé, parce que les Ukrainiens, du coup, là, ils ont tenté de reprendre Kupiansk la semaine dernière en lançant des contre-attaques depuis l'ouest de Kupiansk. Les rapports qui sont envoyés par les observateurs OSINT russes ou des soldats russes du secteur, c'est qu'ils avaient en face d'eux des types qui ne devaient même pas avoir 15 jours d'instruction, qu'on a envoyé à la mort un fusil à la main, sans aucun espoir, même militairement, de faire quelque chose. Hein. C'est ce que les Allemands appellent, pour la Première Guerre mondiale, le sacrifice des innocents, quand ils ont contre-attaqué en octobre 1914 à Langemarck avec tous les étudiants qui venaient de s'engager dans l'armée impériale et qui n'avaient quasiment aucune instruction militaire. Hein, et qui a décimé toute une génération de futurs cadres de l'Allemagne. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que les Russes ont dit, mais on a vu arriver des types, on a bien compris que c'était plus les mêmes que ceux avec lesquels on se battait depuis 3 semaines. Et que les vagues vraiment, là, on s'est foutu des Russes, oui, les vagues humaines et tout, ben là, c'était à peu près ça du côté ukrainien. Donc, ils ont jeté en plus des gens à la mort, juste pour dire, on a tenté de contre-attaquer, mais sans capacité réelle de porter un coup à l'armée russe qui, en plus, maintenant qu'elle tient la ville, s'appuie sur les bâtiments, les ruines, etc., pour défendre correctement le secteur. Et vous avez toujours cette poche de l'autre côté de l'Oskol où les gars sont enfermés avec incapacité de franchir l'Oskol. Eux aussi ont lancé des contre-attaques pour essayer de passer de force. Mais c'est pareil, ça passe pas. En plus, c'est la mauvaise saison pour franchir la rivière à pied sec, ou en tout cas à peine mouillé. Donc c'est une catastrophe sur toute la ligne de front pour l'armée ukrainienne. Donc pour la Russie, si le plan Trump se met pas en place,
Bon, c'est terrible parce qu'il y aura encore des morts côté russe, mais ça va pas les. On voyait Gerasimov dans son rapport à Vladimir Poutine l'autre jour. Il dit voilà, on leur dit tous les jours rendez-vous, on va vous traiter correctement, machin, vous êtes foutus, vous n'avez aucune solution dans Mirnograd ou dans la poche à l'est de Kupiansk. Et il dit le problème, c'est que la direction ukrainienne refuse de les laisser se rendre. Et on a encore des cas où des types qui tenteraient de se rendre se font tirer dessus par leurs propres unités, alors que la situation est complètement désespérée. Voilà. Donc, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Est-ce que là, pour le moment, ils ont perdu à peu près 20% de leur territoire? C'est pas une question de territoire, mais ça pourrait monter jusqu'à quelle perte pour que peut-être l'Ukraine finisse par céder? Là, on en est à la fin de la bataille de Pokrovsk même est terminée. La réduction de la poche de Mirnograd est en cours. Donc, c'est pareil, hein, on verra combien de temps les types qui sont enfermés là-dedans vont tenir. Je ne sais pas, c'est la grande inconnue, combien de stocks de munitions et de vivres ils ont été capables d'entreposer avant d'être encerclés dans les bâtiments, dans les caves, etc., pour pouvoir tenir. Maintenant, on verra aussi, comme on a pu déjà le voir dans certains autres cas, comme Malaya, c'était quoi, non, Velika Novosilka, si d'un seul coup le patron de la garnison dit il y en a marre, à Kiev ils se foutent de ma pomme et on décide unilatéralement de se rendre, tous les scénarios sont possibles. Mais une fois que ça sera terminé, ça peut encore prendre, je pense, maximum 15 jours si les types ont fait des stocks très très importants de munitions et de logistique. Mais après, les Russes vont pouvoir enchaîner et avancer cette fois-ci vers Slaviansk et Kramatorsk dans ce secteur-là. Et en même temps, ce qui est en train de se passer sur le flanc au sud-ouest de tout ça, dans l'oblast de Dniepopetrovsk et de Zaporozhye, c'est que là, si Gouliapolye tombe, par exemple, mais les lignes de défense ukrainiennes ont été prises de flanc et donc elles servent à rien. C'est-à-dire que vous êtes dans une tranchée, vous regardez vers le sud, vous attendez que les Russes arrivent et les types, ils sont en train d'arriver sur votre flanc pour lequel vous n'avez érigé aucun réseau défensif ou rien du tout. Ils vous prennent en enfilade. Vous manquez donc d'hommes, de drones, de matériel. C'est le sauve qui peut. Vous ne pouvez rien faire. Et là, toute cette zone, comme le disent tous les observateurs, Hervé Carès, Xavier Moreau, etc., c'est ce qu'on appelle de la plaine à Panzer. Hein. Vous pouvez vous déployer. Il y a quasiment pas d'obstacle en termes de coupure humide majeure. Il n'y a plus de grandes villes, il y a quasiment que des petits villages. Il n'y a pas d'infrastructure industrielle type mine ou ce genre de choses comme on l'a vu dans le Donbass. Donc, vous pouvez avancer. Et là, c'est pareil. Au sud de Zaporozhye, les Russes ont franchi la ligne de fortification numéro 1 de l'armée ukrainienne depuis un moment dans le secteur de Kupiansk et Stepnogorsk. Donc, c'est pareil. S'ils ont envie de filer vers Zaporozhye, ils vont y arriver. Et là, ils ont 20-25 km à faire. Donc, ils peuvent menacer d'un seul coup une énorme ville qui est dans leur objectif politique, puisque tout l'oblast est censé être russe aujourd'hui. Ça peut entraîner du coup des gains de territoire qui vont faire qu'on va passer à 22, 23, 24, peut-être 25% d'un seul coup du territoire ukrainien qui se retrouve occupé par l'armée russe. Et ça, ils peuvent le faire dès à présent, ou bien ils ont encore quelques lignes de front à abattre? Là, en fait, la question, c'est plus une question de ligne de front, c'est une question, enfin, de fortification. C'est une question de récupérer des villes pour servir la logistique, pour justement assurer ces éventuels bons en avant. C'est-à-dire que la ville de Gouliapolye, comme la ville de Pokrovsk, hein, j'insiste bien, pas Pokrovsk, Pokrovsk, sont deux villes qui sont des villes qui peuvent servir de pivot logistique pour justement dans l'oblast de Zaporozhye comme dans l'oblast de Dniepopetrovsk, faire des avancées très importantes. Parce que si vous les faites à partir de routes départementales ou ce genre de choses avec peu d'entrepôts disponibles ou ce genre de choses, votre logistique, elle va vite s'épuiser. Mais si déjà là, Gouliapolye tombe, vu que l'avancée russe a vraiment pu reprendre hier de manière importante dans la zone, là déjà, ça va leur offrir la capacité de prendre toute la plaine qui est entre les deux lignes de défense
jusqu'au Dniepr en enfilade. C'est-à-dire qu'Orikiv va tomber, etc. Enfin, ça va être une véritable catastrophe. Et là, les avancées vers Pokrovsk, il faut voir, elles ont également recommencé ce week-end. Si les Russes peuvent, parce qu'il leur reste un cours d'eau à franchir, s'ils arrivent à le franchir correctement et avec des moyens importants, c'est pareil, cette ville-là, son niveau d'état de défense semble extrêmement limité par rapport à son intérêt stratégique. Donc, ça peut, malheureusement pour les Ukrainiens, finir par aller très vite parce qu'il n'y a plus de réserve stratégique, hein, je le répète, depuis le mois de mars dernier et la victoire écrasante des Russes à Soudja, il n'y a plus de réserve stratégique, donc on est obligé de dégarnir sans arrêt un autre coin du front. Et si les Ukrainiens disent il ne faut pas que ces coins-là tombent, ils vont dégarnir ailleurs. Et donc, demain, je te dirais, c'est Liman et Severs qui sont tombés, c'est Konstantinovka qui est tombé, parce que quel que soit le coup que vont jouer les Ukrainiens pour essayer d'enrayer cette avance, il leur fera perdre autre chose ailleurs de manière tout aussi spectaculaire. Voilà où on en est. Puisque c'est ce qui vient de se passer là déjà avec la façon dont les combats se sont terminés à Kupiansk et dont les Russes ont profité pour attaquer Gouliapolye et en direction de Pokrovsk. Voilà, ça a servi à ça. Mais alors, ils sont toujours à alterner les Russes entre guerre d'attrition et conquête territoriale. Mais parce que la guerre d'attrition était aussi. Mais là, on va peut-être entrer dans une phase de conquête territoriale. C'est ça, en fait, l'information. Étant donné en plus, en termes de communication, est catastrophique pour les Ukrainiens, dont on sait qu'ils sont prêts à se faire tailler en pièces sur place pour ne pas donner l'impression de reculer. Ah bah oui, mais c'est ça que je dénonçais encore ce week-end, c'est-à-dire que le secteur de Gouliapolye dont je viens de vous parler, et même Pokrovsk qui est encore plus, qui est tout aussi important, ces deux secteurs-là, vous n'en entendez jamais parler à la télé. Enfin, sauf là, l'autre jour, la correspondante d'LCI qui était sur place et qui, elle, avait décidé, je lui rends hommage parce que je trouve que c'est très courageux de sa part. En plus, elle était dans le journal de cette espèce d'abruti d'Éric Brunet, donc elle avait 2 fois plus de courage et de mérite de dire, mais non, arrêtez. Elle était aussi en train de dire, et c'était la semaine dernière, Pokrovsk est tombé. Quand je vois qu'hier soir encore, cet abruti de Michel Goya était en train de nous dire oui, mais non, c'est pas sûr, peut-être que, etc. Hein, alors tout ça parce que ces gens-là jouent sur le fait qu'il y a encore des isolés dans Pokrovsk ou dans Kupiansk. C'est-à-dire que comme d'habitude en guerre urbaine, il y a toujours des types qui sont dans une cave qu'on n'a pas vue ou dans une barre d'immeuble planquée quelque part, etc., etc. Et donc la sécurisation effectivement de Pokrovsk ou de Kupiansk n'est pas achevée à 100%. Hein. C'est comme si quelqu'un venait nous dire aujourd'hui, ah bah vous savez, l'empire du Japon, il tenait encore des atolls dans le Pacifique, les derniers se sont rendus en 76. Bravo, bravo, mais ils avaient perdu la guerre déjà depuis 30 ans, madame. Ah oui, quand même. Bon, bref. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que plus personne ne parle de ces secteurs, enfin, n'évoque ces secteurs-là, parce que effectivement, les Ukrainiens ne peuvent pas les tenir, ne peuvent pas faire du Fechtung-Befehl et à tenir jusqu'au bout. L'avance qui a permis aux Russes d'aborder Gouliapolye hier, et quand je dis aborder, c'est vraiment là, dans les faubourgs de la ville que les combats ont commencé hier. C'est une avance qui a démarré il y a à peine 15 jours avec la chute d'Ouspenivka. Les Russes viennent de parcourir d'un seul coup presque 20 kilomètres. Donc automatiquement, quand d'un seul coup vous avancez de 20 kilomètres, c'est marrant, on en a entendu parler quand ils ont avancé de 15 au nord de Mirnograd et de Pokrovsk avec cette avancée du côté de Dobropilia, mais celle-là qui a permis de franchir le secteur depuis Ouspenivka jusqu'à Gouliapolye, personne n'en parle. Parce que c'est justement là on voit que c'est pas simplement ah bah tiens j'ai grignoté une ville, non, là il y a vraiment eu une avance significative et puis c'est 20 km vers l'avant sur un front qui fait 30 km de large. Donc on n'est pas pareil, hein, à l'ouest de Dobropilia, les Russes ont fait un saillant sur 15 km de long et sur à peine 6 km de large. C'était vraiment très sectorisé. Là, on parle vraiment d'un ensemble, d'une avancée d'ensemble que les Russes maintiennent cohérent, hein, c'est-à-dire que s'il y a un bout du front qui avance un petit peu plus, ils attendent
d'égaliser le front avant de repartir. C'est pour ça qu'ils restent méthodiques et prudents, parce qu'ils veulent laisser personne dans leur dos. Mais voilà, là, hier matin, ils ont achevé la conquête des 3 villages qui restaient sur un de leurs flancs pour aborder Goulias-Polier. Dans l'après-midi, ils ont abordé Goulias-Polier parce qu'il n'y avait plus rien dans leur dos qui les menaçait. Et on a vu des scènes, parce que là aussi, la météo est en train de jouer un rôle important. Hein, ça me rappelle mes écritures de mon livre sur la bataille des Ardennes. C'est que là, le brouillard dû à l'automne commence à apparaître à de nombreuses reprises dans ces secteurs. On l'a vu à Pokrovsk, une journée de brouillard, mais c'est un succès monumental pour l'armée russe en termes de progression, puisque les drones ne peuvent plus rien faire. Les drones sont aveuglés par le brouillard. Donc, vous pouvez ressortir. Alors, les Russes nous ont fait une séquence à la Mad Max avec les voitures sans portière pour évacuer plus vite si on est touché par un drone, etc. Les motocyclistes et compagnie. Mais ce week-end, on a vu carrément une compagnie complète montée sur véhicules blindés chenillés transport de troupes BMP qui est montée sur le front sans prendre de risque parce qu'ils étaient couverts par le brouillard. Et là, hier, les premières images des faubourgs de Goulias-Polier, c'est des images où la ville est plongée, semble-t-il encore, alors je ne sais pas si c'est du brouillard matinal, puisque c'est plutôt en fin de journée que ça a eu lieu, ou de la brume ou ce genre de choses, mais c'est pareil. Alors, secteur où il n'y a pas beaucoup de soldats ukrainiens, quasiment plus de drones, le brouillard s'installe, bah, l'armée russe elle va avancer encore plus vite que d'habitude, parce que là, elle sait que les drones, même s'il en restait quelques-uns, ne peuvent rien lui faire. Voilà. Alors, je n'ai pas regardé ce matin, mais je me dis, si ça se trouve, on se reparlerait vendredi, peut-être que la ville va déjà être conquise. Hein. Donc l'hiver ne retarde pas du tout les avancées, même presque. Ah bah non, maintenant ça, c'est terminé dans la tradition, dans la grande tradition de l'armée rouge. L'hiver, c'est pas un adversaire. Non. Si pour les envahisseurs. Le général hiver et général russe. Oui. Voilà, mais sinon, là c'est au contraire. Et là, on n'est pas vraiment encore à l'hiver. C'est vraiment l'intérêt de l'automne avec ses bancs de brouillard, avec ses brumes matinales, etc. Oui. C'est que ça va favoriser l'attaque. Alors, à Mirnograd, ça va aussi, sauf que là, il semblerait qu'hier soir, la poche a été vraiment refermée par les Russes. Ils ont dit, ça suffit, on a laissé un corridor de 500 mètres ouvert pendant 10 jours, on va le refermer. Mais le brouillard a aussi permis, j'imagine, à des soldats ukrainiens de s'évacuer de cette poche sans risquer de se faire détruire, comme on a pu le voir, hein, parce qu'il y a eu il y a une kill zone qui a été installée par les drones et l'artillerie russe entre Pokrovsk et Rodinskoye par rapport à l'évacuation potentielle des troupes ukrainiennes depuis Mirnograd. Fallait pas essayer de sortir si on était, parce que la nuit c'est pas la peine, les drones avec des caméras infrarouges repèrent les gens. Donc peut-être que le brouillard a aussi permis à certains soldats ukrainiens de regagner leur ligne. Mais donc, au vu de toutes ces situations sur le front, Sylvain, j'en reviens à la question des négociations. Quel peut être encore l'intérêt, à part grappiller quelques milliards, pour le régime ukrainien de ne pas accepter au plus vite les conditions de paix? Ah bah parce que Zelensky, il sait que s'il accepte les conditions de paix, je vous rappelle, hein, on en parlait ici il y a exactement un an par rapport à l'élection de Donald Trump, on est dans une situation de vie ou de mort pour Zelensky. C'est-à-dire que s'il accepte les conditions telles qu'elles sont posées par Trump, donc très favorables à la Russie, puisque c'est la Russie qui gagne la guerre, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié, c'est le vainqueur qui dicte sa loi, c'est pas celui qui s'en prend une. Donc le problème, c'est que voilà, on sait bien que dans son entourage, moi je vous évoquais tout ça déjà il y a un an, les néo-Nasbrock vont tenter de lui en mettre une, c'est évident. Et que peut-être que Trump, contrairement à ce que je vous disais l'année dernière, n'a plus envie de lui garantir sa survie. Aussi, oui. Et voilà, donc parce que il est prisonnier. Donc il est le prisonnier de ces fous furieux. C'est ça, c'est ça. Alors je lui recommande de se mettre dans son bunker avec sa femme et puis de finir comme tonton Adolphe, voilà. Hein. Non mais non mais voilà, mais je pense que ce type, malheureusement, soit il y a quelqu'un qui va l'exfiltrer, mais vraisemblablement personne ne veut l'exfiltrer,
et certainement pas les Godons, hein, qui eux l'ont bien mis dans la panade et l'ont bien roulé dans la farine et qui l'abandonneront de toute façon comme d'habitude. Donc il est voué à perdre quoi qu'il arrive, quoi. Et alors maintenant, entre guillemets, c'est comment ça va advenir, hein. C'est dommage, après avoir amassé tous ces milliards, ne pas pouvoir en profiter. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ce que je disais encore l'autre jour, hein. Ces gens-là n'ont pas lu. Moi, je me souviendrai toujours quand je faisais avant de faire mes études d'histoire, j'ai fait des études d'anglais au tout début de ma jeune vie. Et on avait une UV d'études de presse. On était tombé un jour sur un article de presse de Newsweek qui parlait de nos fils. Excusez-moi l'expression, hein, je traduis littéralement. C'est un article où l'auteur parlait de nos fils de pute. Et il revenait sur tous les types qui avaient joué des rôles complètement néfastes pour leur pays et leur peuple pour servir les États-Unis. Parce qu'on était à l'époque de l'invasion de Panama avec Noriega, et où le gars disait, ben voilà, Noriega, c'est pas le premier de la liste qui nous aura servi, alors que c'était un immonde personnage, mais tant qu'il servait le petit doigt sur la couture du pantalon, les intérêts américains, il était intouchable. Le jour où il a décidé de plus obéir à la virgule près, on lui est tombé dessus. Et il parlait d'autres gens, hein, notamment de qui s'appelle le patron du Zaïre, ça y est, son nom va m'échapper. Mobutu. Oui, voilà, le maréchal Sese Seko Mobutu, qui était lui aussi dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que c'est la CIA qui l'a foutu là. Et puis le jour où Mobutu, il en a eu un peu marre, en vieillissant, d'obéir à chaque invective du département d'État et qu'il a dit allez vous faire voir, bah, ils lui sont tombés dessus. Et tout le monde finit comme ça. C'est-à-dire que voilà, ils ont fait la même chose. D'une certaine manière, pendant des années, ils ont flatté Saddam Hussein par rapport à l'Iran, etc. Puis le jour où ils l'ont même laissé. Ah oui, si vous voulez régler le différend avec l'émir du Koweït en pénétrant au Koweït, mais allez-y, mon brave Saddam, ne vous gênez pas. Voilà. Donc, vu qu'en plus, ils savent qu'en face, ils ont des types, bon, bah, c'est un peu quand même, c'est pas des super finaux, hein. C'est des types qui ont une certaine envergure, mais c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Donc, voilà, Saddam, il est rentré bille en tête dans le piège, et puis ensuite, ils l'ont enfermé sur lui et ils ont détruit son pays. Et donc là, bah, c'est pareil. Zelensky se sont servis de lui pendant des années. Ils lui ont fait croire. Et là, l'Europe joue un rôle tout aussi, excusez-moi l'expression, mais dégueulasse que les États-Unis dans cette affaire, en lui faisant croire qu'ils allaient garantir sa sécurité, qu'ils allaient l'aider. D'ailleurs, Zelensky, de temps en temps, il n'hésite pas à le dire, ça. Faut lui reconnaître ça. C'est que des fois, il dit oui, mais vous nous aviez promis que, mais ceci, mais cela. Et oui, mon copain, ils t'ont promis des tas de choses, mais faut jamais leur faire confiance. Hein, jamais leur faire confiance. Et puis, bien sûr, le plus grand exemple, hein, je ne cesse de le dire à chaque fois qu'on parle de ça, c'est les dirigeants du Sud-Vietnam. Hein. Quand on voit les promesses faites par les États-Unis d'Amérique aux dirigeants sud-vietnamiens, non, comme disait Kissinger, les États-Unis, faut pas que ce soit vos amis. C'est pas une bonne chose. Mais là, on a l'impression que c'est les Européens, plus encore que les Américains, qui soutiennent Zelensky comme la corde le pendu. Bah parce que les États-Unis, eux, ils s'en foutent au final. C'est-à-dire qu'ils ont gagné. Je rappelle, les États-Unis ont gagné. C'est-à-dire que leur projet stratégique de ruiner l'Europe et de découpler l'Europe occidentale de la Russie est atteint. C'est aussi pour ça qu'ils veulent en finir. Parce que bon, bah écoute, on a lancé un truc, on a abouti au résultat espéré sur le plan stratégique. Bon, on s'est planté sur le plan ensuite opérationnel, c'est-à-dire que bah, malheureusement, on pensait que la Russie allait être affaiblie par rapport à tout ça, et il n'en a rien été. Bon, ok, donc sur cette partie-là, on n'a pas été finaux, on a perdu. Mais ça n'empêche pas que le projet central, le cœur du réacteur, lui, on l'a atteint. Donc, à quoi bon continuer d'être là? On s'en fout, ça sert à rien. Puis de toute façon, comme le disait Xavier Moreau, quand on interviewe les Américains aujourd'hui en leur demandant et vous vous sentez humilié là par la sortie de Kaboul, la queue entre les jambes, il y a 5 ans? De quoi vous me parlez, monsieur? What are you talking about? Kaboul? Ils n'ont plus rien à foutre. C'est-à-dire que vu qu'on a franchi un seuil,
Ce qui est d'ailleurs très intéressant par rapport aux propos du colonel Soja, là, comme dirait Régis de Castelnau. Le général Soja, le Voilà, général Mandon, général voilà. Soja. Ah oui, Colonel, c'est mais vrai qu'il était colonel il n'y a pas longtemps encore. Régis dit colonel, j'imagine, parce qu'il ne lui gratifie rien de sa prise de galon depuis qu'il s'est usé les genoux pour Macron. Bref, j'ai pas dit le maxillaire inférieur, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah bah tiens donc. Bref, donc le fait est, c'est que depuis qu'il n'y a plus de conscription, les Américains, finalement, la guerre, ok, il y a des types complètement fous dans les rues de nos villes qui se suicident ou qui tirent sur des gens, mais ça, ma bonne dame, on n'en a rien à battre, ça fait avancer la science. Voilà, fondamentalement, ils s'en fichent. Donc là, pour eux, bon, bah, si on lâche le bébé, alors il y a des gens, bien évidemment, ceux que j'évoquais en début de conversation, chez les néocons ou chez les républicains pro-néocons, eux, ils sont là, ils ont passé leur vie à gueuler dans leur chiotte tous les matins Slava Ukraini, ils en peuvent plus d'imaginer que ça va pas marcher parce qu'eux, ils ont une détestation. C'est pas des monstres froids finalement, c'est qu'ils ont une telle détestation des Russes que ça les fait suer d'imaginer que les Russes, justement, ok, on a atteint le but stratégique, mais putain, les Russes, ils ont encore à bouffer, on n'a pas pillé leur pays, merde, et Poutine, il est encore là. Voilà, eux, c'est ça qui les fait enrager, c'est qu'ils n'ont pas réussi cette affaire-là, qui était pour eux peut-être plus importante que l'aspect ruiner l'Europe et découper la Russie de l'Europe occidentale. Mais en Europe, là, c'est autre chose. Là, c'est psychiatrique. C'est-à-dire que les types ont tellement investi dans cet anti-russe, ce sentiment anti-russe, débordant, dégueulasse, qu'on n'a jamais vu même pendant la guerre froide. Hein. J'ai vu que Laurent Henninger l'avait rappelé avec toi il y a quelques semaines encore, hein, qu'on a vraiment franchi des seuils qu'on n'imaginait pas dans je sais pas, l'insulte, la bassesse, etc. Les types, ils savent aussi que tout leur régime politique, tous ceux qui sont à la manœuvre, hein, je ne parle pas de Fico, d'Orban ou de Babic, ou même de Meloni ou ce genre de personnes, mais tous ceux qui se sont investis, Merz, Starmer, Macron et tout, bah, dans leur pays, ils sont impopulaires à des niveaux incomparables. Si cette guerre s'arrête sur la défaite de l'Ukraine, mais ces mecs-là, ils se disent, c'est bon, quoi. La réunion des généraux là qu'il y a eu à Saumur le 9 novembre dernier, ça va finir, ça va être un putsch d'Alger, mais qui va réussir. Hein, parce qu'ils se disent, oh là là, alors Villiers pique mal, tout le monde nous en veut, là, il nous prépare quelque chose. Parce qu'on va se prendre un retour de bâton après avoir, n'oublions pas, vidé les caisses de nos États respectifs, France, Allemagne et Grande-Bretagne, pour aider l'Ukraine et participer donc nous aussi au pacte de corruption du clan Zelensky. Hein, faut pas l'oublier. Donc si tout ça finit par sortir, j'avais piqué un coup de gueule il y a quelques mois dans la matinale. N'oublions pas que tous les milliards qui sont partis depuis le budget de la France, dont on parle encore aujourd'hui en Ukraine, c'est des hôpitaux fermés, c'est des crèches fermées, c'est des maternités fermées, c'est donc une augmentation de notre taux de mortalité infantile, de notre taux de mortalité globale, donc une déperdition démographique. Enfin bref, on a payé, nous Français, pour un régime complètement corrompu, pour une guerre qui n'était pas la nôtre et qui n'a pas à être la nôtre quoi qu'il arrive, et on s'est ruiné pour ça. Et tout ça, c'est de la faute d'Emmanuel Macron. Parce que depuis le premier jour, il s'est mis en scène, hein, on se souvient de ces vidéos qui ont filtré, où il faisait le kéké au téléphone avec Vladimir Poutine. Donc, ils savent tous que si tout ça, ça se termine par la victoire inéluctable de la Russie, l'inévitable victoire russe, hein. J'ai titré un livre il y a 7 ans qui s'appelait L'inévitable défaite allemande. Ben là, c'est l'inévitable victoire russe. Ça va se terminer très mal pour eux. Tout le monde va dire, mais attendez, les milliards qui ont été envoyés là, à quoi ça a servi finalement? Qu'est-ce que vous en avez fait par rapport à la ruine de la France aujourd'hui, qu'on n'est même pas foutu d'avoir un budget? Voilà, et donc ils s'accrochent à ça parce qu'ils savent que ça, c'est le dernier cran avant qu'on se retourne contre eux. Avant que les peuples se retournent, même ils semblent aujourd'hui totalement anesthésiés
Et d'où peut-être aussi le sujet que oui, mais alors peut-être pour aller dans le sens à nouveau de l'optimisme du plan de paix, on sait qu'il se négocie aussi entre Américains et Ukrainiens les questions d'amnistie, pardon, d'amnistie générale. Oui, alors ça, c'est obligatoire parce que les gens qui veulent nous parler que des crimes de guerre russes, que de Boutcha, sur lesquels on n'a toujours pas de résultats des enquêtes, parce que là, je voyais hier soir Idriss Aberkan qui recevait Aurélien Duchesne et puis Xavier Titelman et qui continue de parler des crimes de guerre russes à Boutcha comme si ça avait été réglé devant un tribunal. Non, toujours pas. Non. Voilà, donc l'enquête de Et pour gendarmerie, cause. voilà, l'enquête de la gendarmerie française qui a été diligentée sur place, on n'a toujours pas les conclusions de leur enquête. Elle a quand même commencé en avril-mai 2022. On ne sait toujours pas pourquoi, dans la continuité de cette affaire, en juillet 2022, la procureure générale de l'Ukraine a été virée. On ne sait toujours pas quelles sont les causes de l'accident d'hélicoptère mortel du ministre de l'Intérieur ukrainien, qui lui aussi était en charge de cette enquête. Donc, venir nous présenter les crimes de Boutcha, moi, j'ai pas de, moi, c'est comme pour tout le reste. Il y a des enquêtes. Alors, il y a eu des gens qui ont été tués à Boutcha, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais est-ce qu'on est certain que ce sont les Russes? Moi, c'est pas une enquête du Daily Telegraph ou de je ne sais quel journal britannique qui va me servir pour justifier quelque chose. Quand on parle d'une enquête sur un crime de guerre, il faut un tribunal, il faut des témoins, il faut une enquête contradictoire, etc., etc. Et de tout ça, pour le moment, on n'a rien eu. Voilà. Je rappelle par contre que les condamnations, y compris donc depuis que Zelensky est au pouvoir, ou même avant, depuis 2014, les condamnations contre les groupes néo-nazis ou certains de leurs membres en Ukraine ont bien, elles, été prononcées par le parquet général de l'Ukraine. Parce que les mecs avaient tellement dépassé les bornes que même à Kiev, on avait été obligé de les condamner, notamment le responsable du sinistre bataillon Haïdar. Donc, quand on veut parler de crime, il faut toujours savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est des accusations ou est-ce que c'est des jugements qui ont été rendus avec des peines de prison qui ont été prononcées? Donc là, pour essayer de désamorcer tout ça, on parle d'amnistie. Alors, ça va être l'amnistie, effectivement, de ces crimes de guerre de part et d'autre, parce que je ne connais pas une guerre où il y a des crimes de guerre que d'un côté. Bon, bref, ça n'existe pas. Par contre, qu'il y ait des volontés de crimes contre l'humanité, ça, c'est autre chose. Ça peut exister que dans un sens dans certains conflits. Et après, bien sûr, toute l'amnistie autour des problèmes de corruption, parce que là, on sait bien que c'est aussi le nœud de la guerre pour Zelensky. Mais s'il y a amnistie, ça va quand même signifier qu'il va quitter le pouvoir, parce que dans 100 jours, si d'ici 100 jours, il accepte l'idée des élections, et d'ailleurs, il faut remarquer que les Européens ne commandent pas ce point-là, c'est bizarre. Non. Que les adeptes de Tocqueville et de la démocratie libérale, on ne les voit pas trop dans cette affaire. Ils sont toujours prompts à parler. Je voyais encore hier soir sur le plateau d'LCI, non, il n'y a pas de nazis en Ukraine. C'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de dénazifier l'Ukraine. Non, c'est pas vrai, madame. Le 1er janvier, on ne fête pas Stéphane Bandera tous les ans. Il n'y a pas des stades qui portent des noms de collaborateurs de Stéphane Bandera qui ont liquidé des juifs pendant la Shoah par balle. Non, 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 tout ça, on l'a inventé. Demandez à Arnaud Klarsfeld, il a tous les témoignages. Bref, mais donc, même s'il y a amnistie, on va lui dire, monsieur, ok, il y a les élections et vous vous barrez. Et vous vous barrez. Et le problème, c'est que c'est pas Zelensky lui tout seul, c'est qu'il y a tellement de gens autour de lui qui prennent sur la caisse que si demain pour eux tout ça, ça s'arrête, les types, ils sont d'ailleurs pas sûrs que Zelensky, une fois en exil ou ce genre de choses, continuerait de les abreuver eux. Donc, et puis c'est quand même des rapports de mafieux, c'est pas des rapports, on parle pas d'un État au sens où nous on fantasme encore l'État par rapport à la vision que nous en a laissé le général de Gaulle. On est en train de parler, c'est la Sicile au 19e siècle, où c'est les luttes à Naples entre la Drangheta et compagnie. Enfin, voilà de quoi on parle. Sauf que ces gens-là sont à la tête d'un État. Bon, c'est un peu compliqué de comprendre leur logique
au sein de ce système, alors qu'effectivement, il dirige un État. Ça crée des réflexes qu'on ne peut pas, nous, forcément, dire, ah oui, alors attends, mais vous allez vous allez vous tirer la bourre pour ci, pour ça. Parce que n'oublions pas, puisque je n'étais pas là ces 15 derniers jours, Oui, l'affaire de corruption des 100 millions de dollars qui vient de tomber avec le ministre de l'énergie et oui. Minchuk, le pote de Zelensky. Il se dit, et je pense que je ne mets pas ma main en disant je le jure, monsieur le juge, mais je suis quasiment certain que cette rumeur selon laquelle c'est Komolowski qui a balancé les infos alors qu'il est en tôle pour faire tomber Zelensky, pour lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire, je rappelle, Komolowski, c'est cet oligarque ukrainien de confession juive qui a fabriqué Zelensky. C'est lui qui l'a créé hein, financièrement, etc. Ce gars-là, Zelensky, pour le remercier de ses bons et loyaux services, il l'a fait juger il y a 2 ans et demi, il l'a foutu en tôle pour dire, regardez, non, non, on n'accepte pas la corruption en Ukraine. Oui, bon, l'autre, ça fait 20 ans qu'il corrompt tout le monde en Ukraine. Il était peut-être temps de le juger. Donc, il se dit que Komolowski, depuis sa cellule, où il a encore, j'imagine, plein d'amis, que ce soit dans la prison ou que ce soit à l'extérieur, il aurait participé de près ou de loin à la révélation des détails de cette affaire de corruption avec Minchuk pour foutre le dawa dans la partie et probablement aider les Américains. Parce que Komolowski, c'est un type, il connaît qu'un seul interlocuteur aux États-Unis, c'est la CIA. Hein. Les présidents américains, etc., peuvent passer. Je rappelle Thierry Marignac qui a écrit ce livre très important, La guerre avant la guerre, rappelle qu'à un moment donné, les milices de Komolowski avaient récupéré une des stations je crois, de gaz qui alimente Kiev et son secteur, hein, parce qu'ils voulaient à tout prix s'accaparer l'entreprise en question, que du coup, il n'y avait plus de gaz et que le pouvoir politique leur disait mais vous arrêtez, on va vous envoyer les flics et tout, et que voyant que Komolowski n'obéissait pas, le gouvernement ukrainien a appelé qui? L'ambassade américaine à Kiev, qui, elle, a appelé Komolowski, et du coup, tout s'est réglé d'un seul coup. Enfin, c'est vous dire le niveau de contrôle du pouvoir ukrainien réel sur ces gens-là. Donc, moi, je pense qu'on est voilà, dans des rapports qui sont complètement mafieux, complètement claniques, et qui n'ont rien à voir avec ce que nous, Français, on entend raisonnablement avec la gestion d'un État colbertien comme le nôtre. Voilà. Oui. Sauf que je dirais que petit à petit, on se dégrade à toute vitesse hein, à leur contact. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, nous, on prend le chemin de… Ouais. Oui, puisque maintenant, on est arrivé à liquider des parents d'opposants au trafic de drogue pour les faire taire. Donc là, c'est sûr qu'on franchit un cap qu'on n'avait pas vu, même à la grande époque de la French Connection. Et oui, c'est la dégradation des pays. Qu'est-ce que je souhaitais encore il va bientôt être 9 heures. Je te sens bien malade. On va essayer si tu as encore une petite dizaine de minutes maximum, on a demandé à Nicolas Mirkovic de venir un peu avant, puisque Oui. je te sais un peu souffrant ce matin. Oh bah c'est surtout que je veux pas que ma voix s'éteigne d'un seul coup. Ça. Elle pourrait s'éteindre. Ah oui, si tu es coutumier. Je ne sais pas, voilà. Donc allons-y jusqu'au bout. Oh, monte un peu le son, Sylvain. Bon, on va éviter, on va essayer d'éviter ça. Sur le sujet ukrainien, comment conclure peut-être aussi, on n'en a pas parlé encore pour l'instant, et tu étais en effet, tu n'étais pas là lorsque on l'a beaucoup commenté, c'est le sujet des attaques sous faux drapeau, cette histoire du MiG-31, il y a à peu près 2 semaines, où le service, le FSB russe, donc, dit avoir contrecarré la tentative de détournement d'un avion MiG-31 avec un missile Kinjal sur la Roumanie. Donc, il y a aussi des questions, des interrogations sur les centrales nucléaires.
Est-ce que, se sentant un peu perdu, eh bien, les Anglais ou les Français ne pourraient pas être tentés, le tout pour le tout, avec un coup de Trafalgar qui permettrait à nouveau d'embrouiller les cartes et d'amener, parce que c'est leur recherche depuis le début, les Américains à revenir dans ce conflit, à l'inverse de ce que tu disais au début, qui est qu'en effet, il est en train de s'en détourner totalement, Trump. Comme d'habitude, que les enfin, que les Anglais, aidés par les Français et les Allemands, fassent des coups pendables de ce genre, ça, moi, je ne balaye pas Surprend du tout pas. ça du revers de la main. Maintenant, c'est l'efficacité que ça pourra avoir. C'est-à-dire que les Américains, il faut jamais oublier, vous pouvez faire des coups pendables, mais n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui vous regarde tout le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas une capacité à mettre en place des opérations sans être vu. Et celui qui vous regarde tout le temps, c'est le patron américain. Ah, Donc, vous pouvez tenter de faire des choses et de prendre les Russes peut-être à défaut, mais les Américains, ils seront toujours là derrière à vous taper sur l'épaule en disant mais c'est quoi ça? À quoi ça sert? C'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est bien beau, quand on est les États-Unis d'Amérique et qu'on domine les communications, qu'on domine les moyens d'observation, qu'on domine tout ça, on peut se permettre de mener des opérations sous faux drapeau de manière, alors c'est quand même des coups tordus, hein, mais on peut quand même tenter le coup parce qu'on peut être observé en gros que par le camp d'en face, dont on dira toujours quand il vous a observé, oui, mais bon, voilà. Hein. Je rappelle à nos auditeurs, regardez ce qui s'est passé avec les affaires des U-2 américains dans les années 60, dont on a retrouvé les épaves en Union soviétique. Les Américains disaient non, non, on n'espionne pas l'Union soviétique. Bon, bah, un jour, les Soviétiques, ils ont dit les avions, là, c'est quoi? Oups, ah, hop, on s'est trompé. Bon, là, le problème, c'est que vu que, alors, je l'ai dit, des éléments aux États-Unis qui ne veulent pas lâcher non plus, mais il y a quand même un consensus autour de Donald Trump et Donald Trump a des relais notamment au Pentagone, parce que le Pentagone, lui, n'a pas envie que ça continue, je le rappelle, hein, c'est la CIA plutôt qui a envie que ça continue, mais le Pentagone a aussi des moyens d'observation, de connaissance, etc. Donc, si les autres vont trop loin dans ce genre d'opération, mais les Américains vont leur dire, mais c'est fini, enfin, on arrête, on ne vous a pas donné l'autorisation finalement de faire ça. Parce que dans la grande fuite en avant manifestée par les dirigeants européens de la coalition des volontaires, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'impuissance qui se manifeste à travers ces délires. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen de peser sur les affaires parce qu'on est des pays impuissants. Ça fait des années qu'on s'est désarmé sur le plan politique, moral, militaire, économique, etc. Donc on n'est plus que on est on est des Houdini du pauvre. On tente des choses, mais on n'en a plus les moyens. Hein, c'est-à-dire que c'est ce que je dis depuis le départ, c'est le complexe du T-Rex. On a une grande gueule et des petits bras. Parce qu'on peut toujours dire ah bah oui, mais nous, c'est la France. Bah oui, mais aujourd'hui, les pays, quand ils regardent la France, alors, qu'est-ce que tu crois qu'avec Macron, tu nous impressionnes? Voilà. Est-ce que les gens sont impressionnés par l'état de l'Allemagne? Est-ce que les gens sont qui a plus d'industrie automobile, qui a tout foutu par terre avec Nord Stream en acceptant de se faire dynamiter par les services britanniques et ukrainiens? Qui va encore regarder ces pays-là? Regardez comment les émissaires diplomatiques Bosch sont accueillis en Chine. Vous avez tout de suite, ou au Qatar, ou en Arabie Saoudite, les mecs, ils arrivent. Il n'y a même pas, pour reprendre les blagues qu'on fait contre les Russes, quand ils arrivent au Qatar, il n'y a même pas un chameau pour les accueillir sur la piste. Hein, même les pays du Golfe n'ont plus rien à faire de ces gens-là. Alors Starmer, il profite encore un petit peu de l'aura du Commonwealth et compagnie pour se faire valoir. Mais c'est tout, et c'est pas grand-chose, parce que quand on voit sur le plan intérieur, dans les déboires auxquels il doit faire face, c'est pareil, la Grande-Bretagne n'impressionne plus personne. Donc, c'est bien beau de tenter des opérations sous faux drapeau, mais il y a le grand frère américain qui est dans votre dos, qui vous surveille et qui vous limitera toujours à un moment ou à un autre. Et ça ne pourra pas dépasser un certain seuil. Et la preuve, quand il y a eu, alors je ne parle pas de l'histoire du MiG, mais quand il y a eu les problèmes, là, soi-disant, de drones, d'ailleurs, ça y est, c'est fini. Hein. Bon, les drones, on ne sait pas.
Je sais pas. Mm. C'était des gosses, ils jouaient, mais on ne sait pas, voilà. Les Des gosses histoires. russes. Oui, ah ben oui. Les histoires des avions russes qui violent l'espace aérien des pays baltes. Oui, Trump, il a dit oui, oui, oui. Bon, gratte-moi le dos, quoi, comme dirait Dieudo. Hein, gratte-moi le dos. J'en ai rien à faire de tout ça. On ne compte plus. Il faut bien comprendre, on ne compte plus. On est devant notre miroir, là, c'est du Dorian Gray, on se croit encore le plus jeune, le plus beau, le plus fort, alors qu'en fait, on est, excusez-moi l'expression, elle est terrible, et j'en mesure l'ampleur, on est un cadavre, on est un zombie. Voilà. On a les attraits, semble-t-il encore, d'une puissance, machin, etc., parce qu'on a l'arme nucléaire ou ce genre de choses. Hein. Mais on n'en a plus rien derrière. Il y a plus de chair, il n'y a plus de substance. C'est foutu. Donc les gens autour de nous le savent aussi. Voilà. Et puis je rappelle quand même que Dieu merci, au sein de l'Union européenne, on n'est pas dans une unanimité de la connerie. On a quand même donc des gens, parce que c'est une agent américain, on a Madame Meloni qui ne va pas rentrer dans les délires de Starmer, de Merz et de Macron. On a des gens qui s'opposent pour d'autres raisons, Fico, Babic et Orban. Donc, il n'y a pas. Voilà, on est là, l'Europe, l'Union européenne. Bah oui, 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 oui. Là, oui, Madame von der Leyen, c'est tu t'assois, tu prends tes 15% et tu la boucles. File, rentre dans ta chambre. Hein, voilà. Et puis, Madame von der Leyen, quand elle arrive à Pékin, mettez-la dans un bus, là. Mettez-la dans un bus. Allez, on verra plus tard. Voilà. Dernière question, Sylvain, Oui. avant de te laisser. J'ai encore de Et la voix, si, vas-y. allez, on y va. Et Nicolas Mirkovic est dans le SAS. Il est prêt aussi. Vous vous connaissez d'ailleurs tous les deux? Pas direct, on s'est jamais rencontrés, mais moi je suis ce qu'il fait Non. depuis Eh ben, longtemps. une question et puis après on vous place tous les trois quelques minutes avant de continuer avec Nicolas. Sylvain, si éventuellement les néoconservateurs, une partie de l'État profond aux États-Unis, trouvaient un intérêt justement à ce qu'un coup tordu ait lieu, sachant qu'on se demande si Trump est toujours informé de tout. La dernière élément, est-ce que ça, ce pourrait être le risque maximal encore ou pas? Parce que dire les Américains voient, oui, mais si on prive de vision, si une partie de l'État profond américain tente un mauvais coup, ça serait. Bah, comme je l'ai mentionné en le survolant, donc la CIA, qui est un État dans l'État, qui fait un peu Oui, ce qu'elle oui, veut tu en as depuis parlé au début. toujours. Ouais. Néanmoins, à côté, vous avez des agences, d'autres agences, notamment la NSA, etc., qui, elles, sont rattachées au Pentagone et globalement, le Pentagone ne veut plus entendre parler de cette histoire Ouais. en Ukraine, hein, ça les intéresse plus. Je rappelle que le Pentagone, depuis que cette opération, cette guerre ouverte en Ukraine a commencé en février 2022, le Pentagone a toujours été d'une circonspection à l'égard des Russes qui en dit long sur ce qu'ils en pensent. Hein. Je rappelle, quand le Moskva avait été touché et qu'il a coulé, le Pentagone, c'était mieux qu'à Moscou. Oh, mais on ne sait pas, on n'a pas la preuve. Ils ont tout fait pour arrondir les angles avec les Russes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que pour eux, ça ne les intéresse pas, cette confrontation. Ils en tirent aucun bénéfice. Alors, ils sont juste contents parce que là, ils ont vidé les arsenaux et ça leur permet de dire eh oh, pour faire tourner l'industrie militaire. Mais pour la conflictualité avec la Russie, ce n'est pas un intérêt pour eux du tout. Ils sont focalisés sur le pivot asiatique, non pas parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire la guerre demain, mais justement parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun moyen de la faire et qu'il faut donc du coup remettre de l'ordre dans la maison si on veut demain se poser la question de qu'est-ce qu'on ferait si on avait un problème avec la Chine, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Donc, eux ont des moyens aussi d'observation, de connaissance et compagnie. Je rappelle les histoires Snowden, machin, etc. Donc, vous inquiétez pas, la CIA peut jouer des coups tordus, mais elle ne peut pas les jouer elle aussi en se disant on a une impunité totale. Et le Pentagone sert, entre guillemets, depuis le début de garde-fou dans cette affaire. Voilà, dans ce rapport de force.